C'est pas normal, mais je veux dire, c'est dans l'histoire des choses que quelqu'un qui a du pouvoir va chercher à le conserver, y compris lors d'un changement d'institution. Il est évident que Sarkozy, même si l'institution change, il se dira youpi, comment je fais pour en profiter? Il se dira ok, c'est zut, je connais plus les règles, mais je vais vite m'adapter. Les maçons vont faire pareil. C'est quoi les nouvelles règles du jeu? Comment on fait pour en profiter? Donc de toute manière, c'est pas en faisant une révolution nationale que tu vas abattre tous tes adversaires idéologiques. Il faut l'admettre. Mais attends, j'insiste. Par contre, tu peux te débrouiller pour que les règles du jeu soient plus justes. Si les règles du jeu sont plus justes, plus fair-play, plus ouvertes, on y aurait démocratie, quoi. Avec, on a dit, la proportionnelle, référendum révocatoire, contrôle par les citoyens, etc. S'il y a ces règles de jeu-là, c'est juste plus dur de tricher. Il y a toujours des gens qui veulent tricher. Oui, il y en aura toujours. Il y aura toujours. Mais si c'est plus dur, eh ben, il y a aussi plus de citoyens honnêtes qui vont participer. Et donc, tricheurs, ils ont moins de facilité. Plus de citoyens honnêtes, ben, le rapport de force change complètement. Plus de citoyens honnêtes, je veux dire qu'ils s'impliquent dans le jeu politique, dans le rapport des forces. Donc, si un Mélenchon veut participer à la Révolution nationale, il faut qu'il puisse. Ça ne veut pas dire qu'on le choisit comme leader. D'accord, c'est un peu ça l'idée. On ne peut pas redonner du pouvoir à quelqu'un qui justement représente le système juste parce qu'il avait de la notoriété. Mais s'il souhaite mettre sa notoriété et les gens qui l'aiment, parce qu'il a 250 000 followers sur Twitter par exemple, s'il souhaite mettre sa notoriété sur le terrain pour promouvoir une cause qui est la même que la nôtre, il serait fou de dire non. Je te parle de pragmatisme. Je te parle, là c'est ma métaphore de Churchill. La Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre dont l'issue aurait pu être différente, on va dire. Fort peu agréable, en tout cas pour la France. Pour un paquet d'autres pays. Et pour l'Angleterre. Et Churchill est dans une situation fort désagréable où il était tout seul à se battre contre Hitler avec toute l'Europe occupée. Et imaginez s'il s'était mis Staline à dos et que Staline et Hitler s'étaient partagé le monde. Imaginez. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses convictions d'anglais plutôt conservateurs, bourgeois, chrétiens de côté. Et de manière entraînement pragmatique pour se dire moi je veux gagner, il a envoyé des émissaires à Staline pour essayer de lui faire changer d'avis. Alors, ça n'a pas réussi tout de suite, et ce qui a réussi à la fin, c'est que Hitler attaque Staline. Mais vous voyez l'état d'esprit de Churchill. S'il avait antagonisé Staline, s'il n'avait pas réussi à trouver un terrain d'entente avec lui, il n'aurait pas gagné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on choisit un adversaire à la fois. Et tous ceux qui sont contre cet adversaire sont de facto des alliés. Alors, je peux, ouais. Alors, quel est l'adversaire aujourd'hui? Le système en tant qu'il est représenté par Hollande. Il faut être clair. Donc on est bien d'accord. Donc c'est pas parce que ça, moi je pense que sur internet les gens n'ont pas assez conscience. Les gens ont trop en tête Hollande démission. Ouais, mais si c'est pas Hollande, ce sera Sarkozy. Si c'est pas Sarkozy, ce sera le Front National. Si c'est pas le Front National, les gens ont trop en tête ça. Alors donc moi je pense qu'il faut vraiment que tu le dises ouvertement. Mais je l'ai dit à l'interview sur le Figaro. Ouais, mais il faut le marteler. Bien sûr. Parce que tes propos ils sont soit coupés, soit. Écoutez, non, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est dans la nature des choses, dans la nature humaine. On a choisi, au lieu de mettre le cœur du discours en avant, de mettre l'émotion en avant. Ce qui nous permet au moins de passer à la télévision. Si ça s'appelait démocratie d'abord, ou abat le système. J'aurais l'air d'un petit anarchiste, on ferait tout de suite moins le buzz et l'unanimité. Okay, alors que le message fondamental c'est ça, mais c'est parce qu'il est construit. Au final, j'ai presque le même message que nous citoyens. Lui, il a fondé son parti, Denis Père. Bon, j'ai presque le même message que Étienne Chouard. Il passe combien de fois à la télé, Étienne Chouard? Moi, ça fait en un an, je suis parti de zéro. Maintenant, il est évident qu'il faut le faire passer ce message quand même. La stratégie de l'émotion et de l'action choc, elle est bonne pour capter l'attention. Ensuite, comment on fait passer le message? Des petites conférences comme ça. Les réseaux sociaux, une fois que les gens nous donnent leur attention, on leur explique. On le martèle. On le martèle une fois qu'on a capté l'attention. Pour le marteler encore plus, je vais prendre un mois pour écrire un bouquin.
Ce bouquin, si j'arrive à le lire à le vendre à une centaine de milliers d'exemplaires, j'aurais fait le travail de 20 000 conférences à 4. Donc, évidemment, il faut faire passer ce message. Ça fait partie de la stratégie. On a de conférence en conférence, je rappelle ma stratégie du pouvoir, comment on va y arriver et ce qu'il y aura après. Je rebondis sur la question que tu as posée, Anthony, et je pense que c'est important de l'éclaircir. C'est qu'est-ce que tu définis précisément comme étant le système? Alors, précisément non, mais je vais l'appeler d'un mot très clair. Vous savez que les journalistes, ils parlent de fiefs électoraux. Et on parle des barons de la République une fois qu'ils ont une circonscription et qu'ils la gardent d'année en année et qui sont quasiment inamovibles et qui participent entre eux à de la cooptation, au choix du gars qui va éventuellement diriger le parti. Mais ça, moi j'appelle ça du féodalisme électoral. On est au Moyen-Âge. Tu utilises le terme cooptation. Est-ce que c'est un terme général ou ça a une insinuation précise? Non, c'est un terme général. On remarque que dans les partis, vous savez, il y a ce mécanisme de l'investiture et l'étiquette du parti est incroyablement importante. Elle continuera d'être importante dans une démocratie, mais aujourd'hui, l'étiquette du parti, ça fait élection automatique dans certaines circonscriptions. La circonscription est bleu ciel de génération en génération. L'UMP décide qui va être élu sans que les élus n'aient rien à dire. Inversement, dans une circonscription rose pâle, ça les arrange bien. Donc la cooptation, c'est le moment où l'intrigue a lieu dans les partis. Derrière les débats qui sont un peu pour l'entraînement et pour le show, bon, c'est sûr qu'on va pas mettre quelqu'un qui ne sait pas parler en public. Hein, on va pas investir. Donc il y a une barrière à l'entrée. Voilà. Mais une fois qu'on fait partie des gens qui savent clairement s'exprimer, qui ont un petit peu de gueule et tout ça, eh bien les gens se cooptent avec des rapports de force. Donc si je suis bien ton raisonnement, ce que tu appelles le système, c'est en fait c'est la baronnie en fait. La baronnie qui s'allie aussi au clientélisme. Et alors là, vous pouvez mettre un certain nombre en place de réseaux, ces réseaux qui sont sollicités par ces barons de la République pour asseoir leur pouvoir au travers de subventions qui rend ces réseaux d'autant plus forts. Des réseaux qui sont soumis à cette baronnie ou c'est pas des soumis, qui soumettent la baronnie? Non, mais c'est le fait, si on a une description trop précise, on va dans le complotisme. C'est comme si moi j'expliquais ce que moi je sais qui est secret. Ou le sionisme, ou le complot international. Moi je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des collusions. Il y a des intérêts convergents entre les baronnies et ces réseaux. Donc qui contrôle qui? C'est trop complexe comme relation de pouvoir pour l'établir. Maintenant, il y en a qui veulent le pouvoir politique institutionnel, et il y en a d'autres qui veulent le pouvoir d'influence. Et tout ça se passe derrière les rideaux. Et une association qui reçoit des subventions, elle peut faire des choses et promouvoir ses idées. Et si c'est des idées éminemment politiques, c'est une forme de pouvoir. Et si elle reçoit des subventions d'un élu, eh bien là il y a un échange, une économie de la corruption qui a l'air transparente et qui a l'air honnête parce que c'est des associations non lucratives. Tout ça. Et donc forcément, si c'est non lucratif, c'est bien, c'est bon, c'est beau. Et puis tout ça est censé être humanitaire en plus. En clair, quand c'est notre argent, quand c'est l'argent du citoyen qu'on va chercher pour le convaincre après, il y a un problème. Alors, je poursuis dans la direction de mes questions, parce que je retrouve en fait à chaque fois finalement la question que tu as posée, Anthony. C'est que, comme disait Anthony, c'est vrai que le logo Hollande d'émission, Hollande dégage, c'est très bien. Mais comme dit Anthony, c'est pour mettre quelqu'un à la place qui fera finalement la même chose, qui fait partie du même système. Et se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on doit changer, si c'est juste un individu ou si c'est le système. Mais à ce moment-là, si c'est le système, ça veut dire qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que le système. Parce que si on veut changer ce qu'on ne définit pas, on ne pourra jamais le changer. On change les institutions. Les institutions permettent aussi, à ce que vous appelez le système, à ce qu'on appelle couramment le système, les institutions actuelles, par leur anachronisme et leur prétendue démocratie, ce rituel électoral, les institutions, c'est le système à abattre. Il faut donc, pour faire alliance avec Mélenchon, s'il faut que la prochaine République s'appelle 6ème République, et faisons-lui plaisir. Mais il faut que cette République soit une réelle démocratie, pour pas qu'elle reproduise ces travers qui permettent entre guillemets le système. Il faut le contrôle des citoyens, c'est-à-dire sans qu'on passe des années et des années à faire des procès, qu'on puisse virer quelqu'un qui a l'air pourri. S'il a l'air pourri, c'est probablement qu'il l'est. C'est probablement improuvable. Si c'est improuvable, il ne mérite pas d'aller en prison, parce qu'il faut quand même conserver ça aux gens
il faut quand même être juste. Donc si on peut pas prouver que tu es coupable, eh ben, il faut pas t'envoyer en prison ni te retirer ta propriété. Mais si on considère tous que tu es corrompu sans pouvoir le prouver, ça mérite peut-être qu'on t'enlève ta confiance. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable de destituer les gens qui ont l'air pourris, c'est un gros problème. C'est le citoyen, c'est l'employé qui fout rien, et le patron c'est le citoyen, et le patron qui peut pas le virer. Ça aussi, ça pose problème. Le fait qu'on leur donne un chèque en blanc et que c'est eux qui ont le pouvoir alors que ce sont eux nos employés, ça nous pose un problème en tant que citoyens. Ce sont nos employés. Il faut qu'on ait le contrôle sur eux. Donc, il y a des mécanismes à mettre en place. Par exemple, moi je propose, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre un référendum de destitution tous les ans. S'il y avait un président, mais je suis contre le fait qu'il y ait un président. Il faut que ce soit un peu plus collégial, comme ça on se met les centristes aussi de notre côté. Mais supposons qu'il y a encore un président et qu'il faille le destituer. Ou supposons qu'il y a un élu important à un autre poste qu'il faut le destituer. Je propose maintenant, et c'est amené à évoluer, parce que je ne suis pas le chef, je suis un citoyen. Je propose actuellement que, pour que ça n'ait pas lieu tous les jours, 50 autres élus, de tout niveau, et ça peut aller très bas, se mettent en commun pour lancer le référendum, mais si ils échouent, ils perdent tous leur mandat. Comme ça, on est un peu limité dans le nombre de référendums qu'on peut faire. Parce que si je t'accuse mais que je perds ma place si je perds, c'est un jeu dangereux. Ça vient de l'ancienne démocratie athénienne, la première au monde. Ils avaient inventé ce qu'ils appelaient l'ostracisme. Et vous savez, à l'époque, l'Assemblée, c'était tous les citoyens. Tous les citoyens, ils allaient au forum et ils discutaient. Et s'il y avait un fonctionnaire public qui avait du pouvoir et qu'il fallait virer, n'importe quel citoyen pouvait se lever et dire que lui, il faut l'exiler. Exil, c'est un peu dur, mais en tout cas, le virer. Et ensuite, vote. Mais en règle générale, si le gars il était accusé à tort, eh bien, ça se retournait contre la personne qui l'avait accusé. Et ça, c'est un mécanisme limitatif. Il faut qu'on ait des mécanismes limitatifs. Ça rassurera les gens qui se disent oui, mais attendez, si le peuple est au contrôle, ce sera toujours changement de direction et tout ça, parce que non, il y a moyen de mettre en place des systèmes qui responsabilisent le citoyen. Concrètement à Lyon, qu'est-ce que vous allez faire là? Moi je peux peut-être vous mettre en relation avec d'autres réseaux qui ne sont pas venus aujourd'hui, parce que voilà. Et puis, d'habitude j'ai tendance à remarquer que plus il y a d'apéros dans une ville, et plus il y a d'actions. Parce qu'on travaille avec les gens avec qui on s'entend, avec qui on a confiance. C'est naturel, c'est humain. Donc idéalement, si j'introduis, mettons qu'aujourd'hui c'est Anthony, le leader informel du petit groupe d'aujourd'hui. Bon. Eh bien, s'il se met en relation, qui prend des apéros avec vous d'abord, pour être une vraie équipe cohérente, efficace, et puis avec les autres leaders, au bout d'un moment, vous aboutissez à un plan d'action. Un plan d'action pour Lyon. Qu'est-ce qu'elle devra être, cette action lyonnaise? C'est quoi les principes d'efficacité quand on choisit une action? Je vais le dire rapidement. Il faut une date clé, il faut un lieu clé, parce qu'il faut une symbolique, parce que c'est la symbolique qui est émotionnelle. Et ensuite, il faut médiatiser tout ça, au minimum via les réseaux sociaux. Mais normalement, il faut que quelqu'un se charge de prévenir la presse, de la voir et de lui filer les images si elle n'est pas venue, pour encourager non pas seulement les gens qui étaient venus, non pas seulement les quelques Lyonnais qui ont vu, mais tous les Français. Voilà. Et si vous avez choisi, alors c'est quoi il y a les dates clés fixes, c'est 11 novembre, 31 décembre, 14 juillet. Il y a les dates clés mobiles anticipables, c'est une élection, ça c'est un truc de très haut niveau comme date clé symbolique. C'est la publication des chiffres du chômage, c'est
Bon, et puis il y a les dates complètement mobiles, c'est le dernier scandale, la dernière affaire, juillet machin, ça vous pouvez pas l'anticiper, c'est la venue d'un ministre, tout ça, ça fait des dates clés qui vont parler aux gens si vous faites quelque chose ce jour-là. Et après, il faut trouver le lieu clé le moins risqué et le plus en rapport. Et l'action la plus émotionnelle, voilà, c'est comme, faut penser comme une entreprise. Vous partez d'un stock de courage et de certaines ressources, vous en voulez plus à la fin. Comment vous faites? Je me permets de te couper. Le souci, je pense, hein, le souci, c'est qu'à Lyon, les gens sont vraiment endormis. Encore plus à Lyon que dans le reste de la France. Alors c'est marrant cette phrase, on me l'a dit d'une ville à l'autre. Ouais, non, mais ça c'est vraiment un avis perso. Tu sais pourquoi? Parce que il y a eu pas mal de rassemblements ces derniers temps à propos des agriculteurs, machin, tout ça, tu sais. Et le jour même, le soir même, il y avait un rassemblement d'un groupe Anonymous, un groupe parmi tant d'autres. Et donc on allait voir avec Tom et c'est vrai que dans toutes les villes de France il y avait pas mal de photos, pas mal d'extraits, tout ça, et puis ça faisait je sais pas 60, 80 personnes, 80 100 personnes. À Lyon, place des terreaux, on était même pas une vingtaine. Ok. Même pas une vingtaine. Philippe Laya, je sais pas si tu connais, c'est un paysan qui est exproprié de ses terres par rapport à Welland. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Le nouveau stade de foot qui doit être terminé pour l'Euro 2016. Et par rapport à la construction de ce terrain, un paysan lyonnais sur Dessines a été exproprié de ses terres. Vraiment un scandale, mais c'est un scandale, c'est un vrai scandale. Et non, les gens ne s'en soucient pas, les gens ne s'y intéressent pas. Ok, alors, oui. C'est une affaire qui dure depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ouais. Donc elle est très longue, elle manque de l'essentiel, c'est-à-dire de regroupement, de la coordination, elle manque de points clés pour arriver à faire une cause qui n'est pas unique, parce que je pense que dans les abus, dans les élus, il y a du mensonge, il y a de la corruption, et là c'est manifestement, c'est tout dans l'ensemble. Ok, le constat, on n'est pas assez nombreux, ici les gens ne se motivent pas. C'est un constat psychologique, c'est pas un constat factuel. Le constat factuel, c'est qu'il y a tant de personnes. Ça devient psychologique à partir du moment où vous dites vous n'êtes pas assez nombreux. Moi je vais vous dire, vous êtes assez nombreux. Il y a tant de personnes, il y a 20 personnes, vous êtes assez nombreux. Il y avait 2000 personnes quand c'était la manif pour tous et 100 agriculteurs, vous êtes assez nombreux. Et je vais commenter un peu ça. L'exemple historique, c'est personne ne sait combien ils étaient pour prendre la Bastille. Et par contre, on sait qu'il y avait 1 million pour la manif pour tous, ou 300 000, je m'en fous. Mais en tout cas, ça n'a rien fait. À part encourager les gens eux-mêmes entre eux à se dire on est un peu nombreux. Mais politiquement, ça n'a rien fait. On se souviendra de ce que vous avez fait, pas du nombre que vous êtes. On se souvient que j'ai tiré ma banderole, pas que j'étais tout seul dans mon avion. Vous voyez la différence? On va réussir à faire des choses indépendamment de notre nombre si on a le bon état d'esprit psychologique. Et ça, je vous parle d'un stock de courage. Il faut bien se rendre compte qu'il y a 3 états d'esprit, je le répète sans arrêt. L'esprit de défaite, c'est celui qui consiste à dire on n'est pas nombreux, on n'est pas motivé, ou à côté de moi ça ne va pas, les gens autour de moi ils ne viennent pas, l'armée française s'est fait encercler en Belgique, l'armée de Maginot, tant pis, en 40 on a perdu avant de se battre. Dans un dîner mondain vous avez tous la grand-mère qui dit de mon temps c'était mieux, et puis quelqu'un d'autre qui va dire oui j'ai vu une agression, et on se rappelle les choses qui ne vont pas. Alors c'est vrai qu'objectivement ces choses-là sont négatives, mais le fait d'en parler, c'est l'esprit de défaite. Je parle pas de se voiler la face, mais le fait de se lobotomiser avec ça. Qu'est-ce qui se passe comme processus psychologique avec l'esprit de défaite? C'est que je me rappelle que c'est difficile pour ne rien faire. Je me rappelle que c'est difficile pour changer de combat. Sur ce combat j'ai perdu, je passe à autre chose. C'est réaliste, mais au bout d'un moment ça devient maladif. Parce que même quand ça deviendrait possible, on n'arrive plus à s'en rendre compte parce qu'on est envahi de l'esprit de défaite. Alors l'état d'esprit d'après, c'est l'esprit de résistance. C'est le mauvais joueur qui veut rejouer. Il a perdu, il s'en fout, il rejoue. Un autre état d'esprit pour ça, un autre mot, c'est le fanatisme. C'est tous les gens qui ils ont perdu, ils le savent, au fond d'eux-mêmes ils le savent, mais par honneur, par fidélité à leurs idées, ils se battent quand même. C'est beau.
C'est très beau. Hein, quand je dis fanatisme, c'est un peu dépréciatif, mais voilà, c'est le panache, c'est l'honneur. C'est français aussi, comme état d'esprit. Voilà. Mais je vous rappelle que les résistants de 44, les vrais, ils sont morts. Ceux qui ont survécu, ils ont eu beaucoup de chance, ou c'était ceux de la dernière heure. Et donc la résistance, le fait d'être mauvais joueur, c'est un petit côté irréaliste, que même les défaitistes, ils sont un peu plus réalistes que les résistants souvent. Maintenant, les résistants, ils ont un peu plus d'honneur. Et le troisième état d'esprit, c'est l'état d'esprit de victoire. La victoire, ça passe par un choc psychologique. C'est Gavroche qui prend son drapeau bleu, blanc, rouge et qui monte sur la barricade. Quand vous voyez le petit gamin comme ça, si vous disiez qu'objectivement vous avez perdu, vous avez envie de le suivre. Ah, avec ma petite banderole derrière mon avion, les gens se disent oh, il en a le gamin. On a envie de le suivre. Donc j'essaie de faire passer les gens, ou suffisamment de gens, parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin que les gens nous approuvent, mais on a besoin que suffisamment passent à l'état d'esprit de victoire. Et ben j'essaie de leur transmettre ça en faisant mon petit Gavroche. Et j'essaie de trouver d'autres petits Gavroches qui donnent ce déclic psychologique à d'autres personnes encore. Maintenant, si on a juste le déclic psychologique, ça suffit pas. Il faut un vrai plan. Parce qu'on s'adresse aussi à la raison des gens. Il faut qu'on leur dise, bah, regarde, ça va se passer comme ça. Et moi, je peux vous le donner, la manière dont ça va se passer. Si on grossit assez vite, qu'on distribue du courage assez vite, on devient une organisation qui peut faire plus de choses. Avec ce qu'on fait, on redonne du courage. On gagne de la crédibilité. Ça doit aller très vite, hein, ce que je vous dis là. Parce qu'on a une fenêtre de tir de 2 ans. Et ensuite, on peut passer à des actions qui encouragent la nation entière. Avec la banderole sur le 11 novembre, avec une date clé, un tabou brisé, c'est la nation entière à laquelle je me suis adressé. À laquelle il faut expliquer après, mais voilà, je m'adresse à la nation entière. Et si on est une 50aine de gars entraînés qui ont déjà désobéi concrètement à un flic, donc qui savent faire, ben je vous garantis, on peut faire des choses, mais des actions révolutionnaires de malades, qui ne soient pas violentes et dont le risque juridique soit étudié pour être minime. Il existera, hein. Si on fait un sitting comme une zone à défendre comme les altermondialistes de tous bords, bien fait au bon moment, fait par un polytechnicien de manière quasi militaire, mais par des gens non violents, et on gagne la bataille de com, et on a gagné la bataille de la sympathie avant, parce que sur un slogan comme Hollande démission, on a un réservoir de sympathie immense. Et si on a gagné ça avant, et qu'on fait une zone à défendre Hollande démission, avec des gens entraînés à la non-violence, dans un lieu clé et clairement subversif, c'est quasiment gagné. Parce que le gouvernement va vouloir encadrer ça, et là vous voyez bien qu'il est déjà en situation difficile vis-à-vis des zones à défendre. Il va vouloir encadrer ça. Si c'est dans un endroit stratégique de pouvoir, il va devoir défendre. Imaginez qu'ils doivent mettre tout le 8e arrondissement en état de siège, parce qu'ils ont peur que ces zones à défendre se multiplient et qu'on aboutisse à une vraie place Tahrir. La place Tahrir, c'est le début de la révolution. Mais si on l'amorce avec une zone à défendre, que le peuple veut y aller, le gouvernement est obligé de mettre des CRS et des barricades à tous les coins de rue du 8e arrondissement, à se méfier de sa population. Et cette image du gouvernement qui se méfie de sa population, c'est fort. C'est réussir à convaincre le peuple sans faire des grands discours. Tu sais, on se disait le peuple fait l'autruche et essaie de se convaincre qu'on est dans une démocratie pour ne pas trop souffrir, parce qu'il ne peut rien faire. C'est naturel, c'est humain. On veut rester endormi quand, si on se réveille, on est dans un cauchemar. Mais si tout d'un coup la réalisation est trop brutale, c'est un peu comme dans Matrix, soit elle est trop brutale, soit il y a une porte de sortie. Si on apporte les deux à la fois, la réalisation brutale qu'on n'est pas dans une démocratie et la porte de sortie du changement des institutions à portée de main, tout le monde va vouloir se réveiller. Oui, mais le problème, c'est que pour se réveiller, il faut avoir des convictions. Vraiment, hein, je veux pas que les gens fassent ça pour être dans le bon wagon ou pour être dans le. C'est facile d'être dans le bon camp. Et tu es un peu élitiste. Et c'est normal, mais c'est bien, parce qu'on est souvent déçus des gens qui n'ont rien fait, ou qui, pire, sont pas aussi pleins de valeurs et de convictions que nous. Et si je peux juste insister là-dessus, les Français, fondamentalement, ils ont les qualités que vous attendez d'eux. Mais
ils ont à différents degrés du réalisme, du pragmatisme et de l'individualisme. Cet individualisme, il n'est pas contraire à la générosité. Il devient contraire quand on ne voit pas comment on peut être généreux et sans que ça nous coûte trop. Chacun a un certain degré d'individualisme. C'est pas contraire à sa générosité, mais ça s'oppose quand on ne voit pas comment les réconcilier. Si on ne voit pas comment se battre pour la France, on n'a pas envie de se battre. Ça nous coûte avec nos femmes à la maison qui sont dégoûtées qu'on passe trop de temps à faire du bruit dehors, et ça nous coûte avec nos carrières, nos emplois, tout ça, et les réflexes de rester chez soi et de se contenter d'applaudir des deux mains. Il est naturel, je le salue, les Français sont pragmatiques, sinon on aura un peuple de fanatiques. Nous on a un certain, enfin ceux qui se bougent déjà, ils ont un différent degré d'individualisme que le reste de la population, ou alors ils ont un peu plus perçu que la situation était injuste, ou alors maintenant avec le mouvement Hollande démission, on doit montrer aux gens que c'est possible. Et si c'est possible, eh ben c'est pas du temps gaspillé le fait de s'impliquer. Voilà, donc tu avais une question. Oui, c'est toujours un peu la même perspective de la question d'Anthony. Est-ce qu'il ne semble pas que la population, depuis déjà très longtemps, a été formatée par le système, à travers les médias, à travers l'éducation, etc., à faire ce qu'on appelle du suivisme? Alors que finalement, ton action, comme celles qui sont faites en parallèle avec la tienne, essaye finalement, indirectement, de faire de chaque Français des autonomes, je dirais, avec des initiatives. Les autonomes agissants. Voilà, il faut être réaliste. Ce qu'on peut essayer de demander aux Français, c'est de réveiller leur conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer à l'acte. Parce que les Français ont différents degrés d'allant, ça leur coûte plus ou moins. Moi, ça me coûte pas grand-chose parce que, fort heureusement, j'ai pas beaucoup de propriété matérielle à perdre. Je suis un homme libre à différents sens du terme. On peut leur redonner de la liberté philosophique pour qu'ils arrivent à dénoncer le système, c'est le minimum. Mais effectivement, il faut rester réaliste. Tous les Français ne sont pas des personnes qui vont créer un mouvement. Et donc, je vais pas demander à chaque Français d'inventer une action. On peut proposer des actions simples, écrire Hollande démission sur un billet de banque, porter un bracelet, coller un autocollant, tout ce qui aide à désobéir, à être libre dans sa tête, même si c'est pas très risqué, si c'est un petit quelque chose. Et par contre, on a besoin pour y arriver à ce qu'on ait suffisamment de Français qui passent aux actes. Dans toute population, il y a ceux qui passent aux actes plus facilement que les autres, ou ceux qui ont plus de ressources. Et on a besoin de convaincre ces gens-là. Ressources matérielles, ou ressources de courage, ressources philosophiques, ou ressources en nombre d'amis. Tout ça, c'est des ressources. Et on a besoin de convaincre suffisamment pour entraîner le mouvement. Une économie qui va bien, c'est une économie où il y a assez d'entrepreneurs, pour qu'il y ait assez d'entreprises, pour qu'il y ait assez d'entreprises qui marchent bien, pour qu'il y ait assez d'emplois. Tout le monde ne va pas créer sa boulangerie du jour au lendemain. Mais s'il y a suffisamment d'entrepreneurs, si ces gens-là ont le courage et que les autres y croient aussi, tout va bien dans l'économie. Le problème dans une économie, c'est quand les entrepreneurs ils se disent « Oh, moi aussi », ceux qui ont une mentalité d'entrepreneur, ils se disent « Moi, je suis découragé, j'abandonne ». Si les gens qui sont censés faire que les autres avancent abandonnent, c'est mort. S'ils vont dans d'autres pays, c'est mort. Et ce qui se passe sur le plan économique, ça se passe aussi sur le plan des institutions, et les Français, ils y croient plus, et ils font un repli individuel. Et quand on fait un repli individuel, c'est pas forcément 100% négatif. Ça veut dire qu'on va s'occuper de sa femme, de sa famille, de sa carrière professionnelle. C'est naturel, c'est humain. C'est transférer son énergie sur quelque chose où on voit du changement. Si je cherche un boulot, je vais pouvoir m'occuper de ma famille. On voit le changement là-dessus. Alors que si je milite dans la rue, je ne vois pas le changement que ça fait. Et tant qu'on ne voit pas, on se décourage. D'où l'importance, nous, de communiquer de manière à entretenir le courage. Je ne vais pas demander aux militants de passer leur nuit à coller. S'ils collent, on fait des vidéos, on explique les chiffres, quitte à noircir les visages et tout ça, hein, et on balance le bébé pour que les autres villes se bougent aussi. Comme ça, la première ville se dit, j'ai motivé 10 autres villes à le faire. Vous voyez ?
si on mène une action, il faut un peu comptabiliser. Vous avez collé un autocollant, on en est au 30e autocollant collé. Ça, c'est, j'ai pas encore communiqué là-dessus, il va falloir que je le dise. Grâce à vous, nous avons collé 60 000 autocollants, ce qui veut dire 600 000 personnes touchées. Et l'air de rien, en prenant 5-10 minutes à coller un autocollant. Voilà. Il y a une autre question ? Non, c'est l'effet boule de neige. Hein. Oui, l'effet boule de neige. Parce que d'une façon, il faut mobiliser les personnes et il faut surtout les informer. C'est la première des choses. Beaucoup de personnes, même voisines et tout, sont surprises de tous ces abus, de tous ces dysfonctionnements, et ça, on tombe dans une banalité. Voilà. Et de là, il y en a beaucoup qui ferment les yeux ou qui disent ouais, ben oui, mais ça devient dans un quotidien inacceptable. Pour certains, pour ceux qui le vivent. Et pour les autres, ben, ils préfèrent se voiler la cache. Le visage et ne pas en parler. C'est dommage, parce que le coût des expropriations, il y en a, le coût des expulsés, justifié ou pas, on ne sait pas. Par contre, une chose, c'est vrai que les élus, on en parle toujours, les grandes têtes, les grands penseurs, les politiques, il faut avancer toujours leur projet, au détriment de quoi ? Du peuple. Et c'est vrai que le peuple, tant qu'il ne saura pas pour qui il vote et comment ils agissent, je parlais des élections, tout ça, ça devient vraiment manifestement une honte. De représenter des gars qui sont condamnés, de représenter des élus qui mentent, qui abusent, qui escroquent, qui font passer, qui essaient de faire passer des pilules aux frais, au détriment de l'État, du collectif des citoyens, c'est vraiment une honte. Alors je veux dire... et comment on peut conserver encore ça ? Oui. Alors c'est vrai que la première des questions, c'est comment on peut modifier ça, et avec quel référendum et quelle politique à mener. Parce que de toute façon, il faut sensibiliser les personnes. Oui. Donc je vous ai parlé de deux stratégies, enfin d'un plan, et ce plan il a deux stratégies. Je vous ai martelé le fait qu'on a un capital, c'est le courage, une arme, c'est la désobéissance, et un principe, c'est l'efficacité, pour des questions de crédibilité. Mais comment on le met en jeu ? Il faut grossir, il faut être crédible, ça c'est sûr. Et ensuite, il faut être capable de mener les deux offensives que je propose, qui sont l'offensive dite place Tahrir, c'est-à-dire comme font les autres mouvements, une zone à défendre qui marque psychologiquement à l'échelle de la nation, et que les gens se disent, eux qui descendent dans la rue, ils nous défendent. C'est important qu'on ne soit pas groupusculisé. Donc c'est important que le message reste neutre pour que tout le monde puisse s'identifier, même s'ils ne sont pas descendus. C'est exactement ce que fera un premier média venu. Je dirais les médias aux ordres, sans doute. Oui, mais il y a un degré de crédibilité, le fait de nous. Si c'est évident ce que le média dit, tout le monde y croit. Si c'est pas évident, beaucoup peuvent mettre en cause ce que dit le média. Et là, sur le 11, on a. Vous avez dit tout à l'heure, vous envoyez des casseurs. Voilà. Stratégie zéro manifestation. Je vais y revenir. Place Tahrir ne veut pas dire manifestation. Et donc vous n'avez pas à vous décourager, puisque si vous organisez un truc, vous n'êtes pas en train d'organiser une manifestation où le but est de communiquer sur le nombre. C'est pas ça. Ok ? Stratégie place Tahrir, zone à défendre. Objectif, démontrer que le gouvernement n'est pas démocratique, puisque c'est le peuple qui pacifiquement commence une révolution, et que le gouvernement est dénoncé comme non démocratique et dénoncé visuellement. Et la deuxième offensive, c'est celle du lobbying. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de dire ils sont tous corrompus. Peut-être qu'ils sont tous corrompus, mais je ne le sais pas. Je sais juste que statistiquement, les politiques, la plupart ont réussi grâce à l'intrigue, et qu'on réussit grâce à l'intrigue souvent avec de la corruption. Ok ? Donc statistiquement, ils le sont presque tous, quasiment tous. Mais moi, je ne sachant pas lequel est corrompu, et qu'on n'est pas un mouvement de saints, je mène une deuxième offensive, qui est celle de leur proposer, eux, de s'aborder le système. On voit bien que c'est extrêmement compliqué de demander à quelqu'un de couler le bateau sur lequel il est assis. Mais mais on peut convaincre certaines personnes de le faire quand on leur propose un autre bateau derrière. Et quand on leur dit, ok, il y a peut-être moins de première classe dans le deuxième bateau, mais de toute façon, le bateau sur lequel il est, il va finir par couler. Et si c'est vous qui le sabordez, vous, en tant que personne, vous conservez vous retrouvez un peu de pureté, un peu de légitimité, qui va vous aider dans le deuxième bateau, le bateau plus démocratique. Et ça, c'est sûr, les gens qui font de la politique, ils ont de l'ambition. Donc si on leur vend le fait qu'ils vont participer, et que ça se fera, au fait d'avoir sabordé le système, ils vont y gagner quelque chose. Nous, c'est ça le lobbying. Je vous rappelle que ce n'est pas que ça notre offensive. On peut y arriver sans ça,
Mais c'est bête de se passer de cette offensive-là. Alors moi, j'avance moins dans cette direction-là parce que, n'ayant jamais fait d'intrigue et de lobbying, c'est pas mon truc. Si je trouve un assistant parlementaire qui sait bien passer les coups de fil, eh bien quelque part, c'est pas très compliqué parce que avec nos actions choc, on devient plus crédible. Et aujourd'hui, j'appelle un leader de formation politique, il a l'oreille aux aguets. On va devenir incontournable. Même si on n'est pas très nombreux, mais parce qu'on est médiatiquement incontournable avec les actions et le discours qu'on a. Et ce qui fait qu'on est reçu, et quand on est reçu, on a une chance de convaincre. Et chaque homme politique que vous mentionnez, je vais pouvoir trouver un homme pour essayer de le convaincre. Sarkozy, il n'a rien à perdre s'il reste un tout petit peu président. Alors là, ça c'est la stratégie s'il passe en 2017, c'est d'essayer de le convaincre en appliquant tous les modes de pression imaginables, en lui disant vous faites votre deuxième mandat, soyez retenu par l'histoire de France comme celui qui a fait changer. Voilà, couler le... ça c'est le réflexe, je coule le bateau parce qu'après moi plus personne. Et il y a une manière de vendre à chaque personne ça. Marine, c'est couler le bateau avant de le prendre parce que vous savez bien qu'il sera toujours contre vous, ce bateau. Dans le nouveau bateau, vous serez incontournable. Voilà. Il y a une manière de le vendre à chacun. Il y a une manière de le vendre à Bayrou. Les centristes, quand on se met autour de la table, ils ont traditionnellement un rôle d'arbitre et c'est une position de pouvoir très intéressante. Aujourd'hui, vous ne valez rien. Dans une vraie institution démocratique, vos 10% ils sont très importants. Et donc on peut leur vendre ça. Et ainsi de suite à tous les hommes politiques, même si idéalement, quand le pouvoir sera plus juste, il y aura plus de citoyens honnêtes qui s'investiront et cette classe politique et d'intrigants petit à petit disparaîtra. On peut que le souhaiter.